Très bien. Bonjour tout le monde et bonjour Aziz. Oui, Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi. Alors, je vais de te l'invitation. présenter. Pardon, oui. Merci de l'invitation. Alors, je vais te présenter en quelques mots et ensuite on pourra revenir sur ton parcours et parler de ton prochain long métrage qui va sortir dans quelques temps. Alors, Aziz, tu es réalisateur marocain basé à Los Angeles et comme je viens de le dire, ton premier long métrage va sortir le 15 juin 2021 sur toutes les plateformes de streaming. Et avant de travailler sur ce projet de long métrage, tu as eu des expériences en tant que personne qui gérait le festival du film Arab Film Festival à Los Angeles. Tu as également travaillé en tant que creative producer, directeur dans des groupes audiovisuels et tu as également pu organiser le tournage et assurer la réalisation de clips vidéo pour des artistes comme La Fouine. Mhm. Euh, Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le film Nightwalk? Comment t'es venu l'idée du scénario? Comment s'est passé le tournage, etc. Merci beaucoup. Alors, merci de me donner cette opportunité de parler un peu plus du projet. Ça fait toujours plaisir de voir lorsque les gens sont intéressés par soit mes projets, soit mon parcours. Pour Nightwalk, alors c'est un film qui est, à la base, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve devenu réalité parce que je me suis réveillé, j'étais encore en prépa justement en France lorsque je me suis réveillé un jour et j'ai tout de suite eu cette vision. J'avais eu un rêve d'un couple entre un Américain ou plutôt quelqu'un du monde occidental. À l'époque, je n'étais même pas encore aux États-Unis, mais un occidental et une personne arabe, une femme arabe, et qui était dans le Moyen-Orient. Et il y avait un incident avec la police qui a petit à petit dégénéré et qui a créé l'événement perturbateur de tout mon film, justement. À ce moment-là, j'ai dit, oui, ça pourrait être une bonne idée. Et j'ai un carnet sur lequel j'écris toutes mes idées pour des films, pour des projets. Et j'ai écrit cette idée. Et lorsque j'ai fini par déménager à Los Angeles des années plus tard, et j'ai commencé à écrire un script, je voulais justement trouver quelque chose d'original. J'ai dit, ah, cette idée, elle pourrait être bonne. Et donc, j'ai développé l'idée de Nightwalk, tout le scénario, à partir de ce rêve qui était justement la base de mon projet. Et donc, aujourd'hui, Nightwalk, c'est un film, un long métrage qui parle donc c'est une sorte de Roméo et Juliette entre l'Orient et l'Occident. C'est l'histoire d'un homme américain qui tombe amoureux d'une jeune femme arabe et qui décide de la demander en mariage dans son pays natal, au Moyen-Orient, qui reste non identifié. Euh, Là-bas, il y a un incident avec la police qui dégénère et elle finit par être tuée par la police. Mais puisque cette police a peur de l'incident diplomatique, ils accusent l'homme de son meurtre. Donc, ils le mettent sur son dos. Et ensuite, lorsqu'il retourne aux États-Unis, il est emprisonné et il va démarrer une quête de la justice pour prouver son innocence, qui va se transformer en une quête spirituelle lorsqu'il va être entouré d'autres détenus musulmans. Ok. Euh, et par rapport au tournage, comment s'est fait le choix des lieux de tournage? Je sais que le choix des lieux de tournage est toujours très intéressant et ça porte souvent le film parce que voilà, le décor, etc., c'est quelque chose qui est très intéressant en termes de cinématographie. Est-ce que par rapport au lieu de tournage, par exemple par rapport à l'Orient, tu avais hésité avec quelques pays, etc.? Comment ça s'est passé cette partie de recherche de lieu qui est aussi une partie intégrante quand on réalise un film. Absolument. Alors, en fait, quand j'ai commencé, on m'a proposé plusieurs choses. On m'a proposé la Turquie, on m'a proposé la Jordanie. J'étais à des marchés du film où il y avait beaucoup de commissions de cinéma qui me demandaient, voilà, de quoi vous avez besoin, regardez ce qu'il faut. Ils m'ont envoyé des photos de leur Mm. décor. Moi,
j'avais pas vraiment d'exigence à part le respect du budget, parce que notre budget était quand même relativement faible. Donc, c'était ça la contrainte plutôt majeure. Et donc, finalement, je me suis dit, mais attends, on a beaucoup de diversité dans le paysage marocain. En plus, je suis du Maroc, donc Mm. forcément, il y a toujours le confort d'être dans son pays natal et aussi le fait que ce serait peut-être un peu moins cher, puisque du coup, il y a des moyens de négocier, de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans d'autres pays. Et donc, non, le choix a été très vite fait parce que justement, je me suis dit pourquoi aller dans d'autres pays alors qu'on a tout ce qu'il faut au Maroc. Alors, je tiens à préciser, le film n'est pas situé au Maroc. Le film est Mm. justement, ça reste universel. Dans le début, la première image du film, j'écris Somewhere in the Arab World, quelque part dans le monde arabe, parce Mm. que je voulais éviter que les gens se disent ah, c'est un film entre les États-Unis et le Maroc. Non, le film, ça parle d'une histoire qui, je l'espère, reste universelle, qui pourrait être dans n'importe quel pays arabe. Et même dans le choix des costumes, dans le choix du langage que les personnes parlent dans le film, parce qu'on parle arabe parfois, j'ai essayé de mixer différents dialectes, que ce soit l'égyptien, le syrien, le palestinien. J'ai aussi le choix des costumes. J'ai pas, vous verrez, la police, par exemple, n'a pas l'uniforme de la police marocaine ou l'uniforme de la police qatari ou quoi que ce soit. C'est une police arabe non identifiée. Donc, je tenais juste à préciser ça. Mm. C'est pour généraliser le message, pour ne Deux pas, choses. enfin, pour ne. Ne pas antagoniser qui que ce soit, parce qu'après, ça crée des problèmes. De quoi, pardon? Oui, généraliser le message, que ça soit universel, et ne Mm. pas antagoniser qui que ce soit, parce qu'après, c'est moi qui risque d'avoir des problèmes. Oui, 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 je comprends, je comprends. Et, et lorsqu'on a le scénario qui est déterminé, lorsqu'on commence à réfléchir au lieu de tournage, et j'avais une question par rapport au fait de contacter les sociétés de production. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que pour convaincre les sociétés de production de l'intérêt du projet, de la pertinence du projet par rapport aux films qui sont présents, qui ont déjà été réalisés? Il y a pas une seule méthode pour faire des films. C'est-à-dire, ce film, il a été fait avec on dit blood and sweat, c'est-à-dire la sueur et Mm, le sang, mm, parce que c'est toujours très difficile de démarrer en fait, dans le cinéma. J'avais mm. de l'expérience en tant que réalisateur dans des courts-métrages, dans des documentaires, dans des clips vidéo, comme tu l'as mentionné, mais même ça, ce n'était pas suffisant pour que je puisse aller chez une société de production et leur dire, voilà, Mm, donnez-moi mm, l'argent et je vais vous faire un film. mm. Donc, ça a commencé par soi-même, en fait. J'ai investi, j'ai parlé à des personnes qui ont investi par-ci, par-là. Et avec les fonds que j'avais, j'ai commencé voilà, à tourner quelques jours, à avoir des acteurs un peu plus importants pour certains rôles. Les sociétés de production, elles se sont plutôt jointes lorsque le projet il était un peu en cours déjà. J'ai eu des problèmes aussi pendant 2 ans où j'avais des investisseurs qui sont partis. On a eu ça s'est un peu bloqué pendant 2 ans. On a commencé le tournage en 2015. Ensuite, j'ai eu une pause, malheureusement non Ouais. désirée, une pause qui m'était imposée pendant 2 ans parce qu'on avait eu des soucis. On a repris en 2018 lorsque j'ai trouvé une autre société de production qui est venue. Et ça, par contre, je le déconseille à qui que ce soit de faire ça. Normalement, vous commencez le tournage que lorsque vous avez tout le budget du film. Mais j'avais pas le choix, en fait, à l'époque. Donc, voilà, tout ça pour dire, ça a été vraiment une aventure où on trouvait des solutions au fur et à mesure que les problèmes apparaissaient. Ok. Tu avais commencé le tournage, tu avais une partie du budget, une partie des budgets, c'était ton propre budget finalement. Et ensuite, au fil de l'eau, voilà, les producteurs ont vu que tu étais motivé, que ça commençait à prendre, etc., que tu as eu un peu plus de budget pour terminer le film. Et c'était une technique qui aurait pu échouer, mais ça a Mm. marché. Mais c'est-à-dire, j'ai posté des images sur les réseaux sociaux de mes premières journées de tournage, et les gens ont été très réceptifs. Ils ont dit, waouh, tu as Eric Roberts, tu as Patrick Kilpatrick, et waouh, tu fais un film, un long métrage, ok. On m'a dit, hey, mais pourquoi tu viendrais pas au Maroc? Pourquoi tu ferais pas ça? Et j'ai dit, ah d'accord, ok. Donc j'ai commencé à parler. Et puis petit à petit, il y a eu des contacts qui se sont faits, des meetings qui ont eu lieu, et ça a créé cette collaboration. Mm. C'est vrai que ouais,
on parle souvent du relationnel, etc., des réseaux. Je pense que dans le milieu du cinéma, c'est aussi un milieu pas fermé, mais où c'est un accélérateur d'avoir les bons contacts pour Toujours lancer basé son sur les projet. contacts. C'est absolument basé sur les contacts. Quelqu'un qui a un diplôme de cinéma pourrait rester toute sa vie sans faire un film, mais quelqu'un qui a un contact qui pourrait l'introduire dans la bonne boîte de production pourrait Mm. être le prochain speaker. Ok. Et d'où l'intérêt éventuellement de participer, afin d'assister à des festivals de films, ouais, de partir à ce genre d'événements qui sont intéressants aussi pour voilà, rencontrer des personnes qui sont passionnées comme toi et pour faire des contacts également. Ok. Et toi, être réalisateur, c'était une évidence pour toi? Ou comment ça s'est passé parce que tu as fait un parcours où tu étais en école d'ingénieur, etc. Et finalement, tu t'es rendu compte que ce n'était pas forcément ta passion, les débouchés qu'on peut avoir en sortie d'école. C'était une idée que enfin, tu savais depuis un peu toujours que tu voulais être réalisateur, parce que c'est toujours intéressant de, de, de se connaître soi-même, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de sa vie. Absolument. Alors moi, depuis que j'avais 10-12 ans, je faisais déjà des films avec mon voisin. On faisait des films à la maison. Je jouais pas aux jeux vidéo, mais je faisais des vidéos de jeux vidéo. Il y a un jeu qui s'appelle Counter-Strike. Et Mm. en fait, ce que j'adorais, c'était prendre les actions du jeu et les monter avec des effets spéciaux, de la musique et tout, pour que ça fasse un petit court-métrage de 10-15 minutes. Et je passais des heures, c'est-à-dire une fois, une vidéo qui m'a pris 1 an à bosser dessus pour 15 Mm. minutes. Hein. Je créais les Ah ouais. images de synthèse moi-même, je faisais des effets, tout ça. Donc, j'adorais faire ça. Mais bon, tu sais bien, au Ouais. Maroc ou même dans la culture un peu arabe, on n'est pas encouragé à faire ce qu'on aime. Vraiment, on nous dit, si on veut avoir du succès, il faut 3 choses, soit être docteur, avocat ou ingénieur. Et moi, je me débrouillais bien à l'école, j'avais de très bonnes notes en maths, physique. Donc, j'ai dit, OK, je n'ai pas trop réfléchi. On m'a dit, fais une école d'ingénieur, fais prépa. J'ai Mm. dit, OK. Alors, j'ai rejoint la prépa scientifique et j'ai pas du tout aimé. Depuis le premier semestre de prépa, je ne voulais pas devenir ingénieur. J'étais vraiment Mm. Mm. déprimé. Je me disais, non, c'est pas ça ce que je veux faire toute ma vie. Mais c'est un peu compliqué parce que comme le cinéma, c'est très difficile de savoir si on va réussir. Je voulais garder un peu mon backup, c'est-à-dire avoir un Mm. diplôme, avoir une fondation un peu solide qui pourrait me permettre de retomber sur mes pieds au cas où les choses ne marchent pas. Et donc, j'ai décidé de ne pas quitter justement mes études, de finir mes études le plus vite possible, tout en essayant de toujours pratiquer mon art, parce que pas pendant la prépa, parce que la prépa, c'était 2 ans où j'ai fait que travailler mes maths et ma physique, Mm. mais ensuite, en école d'ingénieur, j'ai fait un court-métrage, j'ai bossé avec l'association de téléétudiantes. Ensuite, j'ai fait ça aussi aux États-Unis lorsque j'ai fait mon master. Mais j'ai toujours gardé en tête, mon but, c'était d'aller aux États-Unis pour devenir réalisateur. Et je suis vraiment content et je remercie Dieu parce que c'était quelque chose qui n'était pas évident, mais j'ai petit à petit fini par y arriver. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est simple ou que j'ai réussi ou quoi que ce soit, mais j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire je suis venu ici, j'ai commencé à construire mon réseau, j'ai pratiqué, j'ai fait des courts-métrages et tout jusqu'à ce que j'ai pu enfin faire ce premier long-métrage. Et là, c'est toujours pas gagné, hein, c'est toujours une aventure. Alors, il faut voir pour le prochain projet, comment ça va marcher et tout, mais c'est en cours. Et au moins, je fais ce que j'aime. Mm. C'est vrai qu'il faut avoir aussi un peu de courage quand on fait un métier là, qui est un peu différent de ce que demandent, enfin ce que veulent les parents. Il faut avoir aussi un peu de courage, je pense, pour se lancer. Sachant que les parents, en fait, je pense qu'ils ont juste peur, en fait, que bah, pour toi, ils ont peur que si tu es réalisateur, c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est un peu moins sécurisé, entre guillemets, que au départ, enfin, quand tu te lances, que si tu as un travail en sortie d'école, que si tu fais une école En fait, d'ingénieur. c'est-à-dire, moi, mes parents, au début, ils n'étaient pas très contents quand je leur ai dit, mais ils ont rapidement changé et ils sont très, très.
mm, Ils m'ont apporté beaucoup de support, c'est-à-dire, mm. ils ont été là à toutes les étapes et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que, avoir des parents, aussi enfin, Qui te aussi, soutiennent, ouais. compréhensifs, voilà, Mm. c'est pas donné et j'ai beaucoup d'amis ici, pareil, qui essayent de faire du cinéma, qui ont au contraire des parents très, stricts. Ça c'est pas évident, hein, parce que comme tu dis, il faut non seulement du courage et si en plus tu dois te battre contre la famille ou contre un environnement Ouais, familial, ouais. c'est pas évident. Il y a autre chose, c'est-à-dire, je me rappelle encore et je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais la première semaine en école d'ingénieur et on a tous les 2 fait Centrale Paris, donc c'est une bonne école. La première semaine, on avait des cours et les gens dans les amphis, l'intervenant, il a dit quelque chose qui m'avait choqué parce que j'étais vraiment content. Il a dit: «Vous êtes à Centrale, vous ne souffrirez jamais de, la peur de trouver du travail ou de la pauvreté. Genre, vous allez avoir le tapis rouge devant vous dans toute votre vie pour trouver du job, pour trouver un job, pour faire ce que vous voulez». Mm. Donc moi, j'étais là: «Ah ça y est, j'ai réussi, je vais faire ce que je veux, Ouais. je vais faire et je me suis pris une grande claque lorsque j'ai essayé d'utiliser mon diplôme de Centrale pour trouver du travail dans le milieu du cinéma aux États-Unis, qui plus est. Les gens déjà, ils connaissent pas Centrale, Mm. aux États-Unis et en plus, ils s'en foutent que tu aies un diplôme d'ingénieur pour devenir réalisateur. Donc non, en fait, ça a été très difficile effectivement et il y a eu beaucoup de et encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû rester dans mon milieu? Parce que je vois les gens qui ont leur diplôme en même temps que moi aujourd'hui, sont déjà dans des situations assez confortables, manager, senior manager, voilà. Ce qui est très bien pour eux. Moi, c'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était de devenir réalisateur. Ça prend plus de temps, ça prend beaucoup, ça demande d'autres, qualités et donc mais ça veut pas dire forcément, même si j'ai la conviction de ce que j'aime et ce que je veux faire, ça veut pas dire que c'est facile, et que tous les jours je me dis pas: «Ah, est-ce que j'ai fait le bon choix?» Donc ça, c'est juste, Mm, quelque mm, chose mm. que je tiens à préciser. Après, à Centrale, moi, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'en première année, il disait, comme c'est une école généraliste, vous pouvez vraiment tout faire en sortie. Et il citait même des gens qui ont fait prêtre, ce genre de choses. Du coup, c'est assez marrant aussi de voir que comme Centrale, ça reste une école d'ingénieurs, on a quand même, je pense, peut-être plus de possibilités, même si finalement ça reste une école d'ingénieurs et qu'ils forment pour le métier d'ingénieur et un peu moins pour des métiers artistiques. Et la question que je voulais te poser aussi par rapport au métier de réalisateur, qu'est-ce que toi tu aimes le plus? Est-ce que c'est être sur le terrain avec les caméras? Quel est l'aspect du métier de réalisateur qui te plaît le plus? Parce que c'est quand même un métier où tu as plusieurs casquettes dans le monde, enfin dans la création d'un film. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on crée un monde et qu'on raconte une histoire. C'est-à-dire, d'ailleurs, je suis aussi le scénariste dans la plupart de mes projets et ça me permet vraiment d'être là de A à Z. Quand j'écris quelque chose sur le papier, ensuite le voir à l'écran, c'est vraiment un rêve parce que c'est comme si enfin, il y a toute une équipe derrière qui travaille pour mettre ta vision sur la rendre réalité sur l'écran, tu vois? Et donc, pour moi, c'était ça que j'aimais. Et donc, j'aime toutes les étapes. C'est-à-dire, bien sûr, c'est différent. Quand je suis chez moi en train d'écrire un scénario, ça demande d'autres choses, mais je peux me permettre de rêver à certaines choses, certains plans, certaines idées. Ensuite, le tournage, c'est toujours bien sûr ce qu'il y a de plus excitant, mais c'est aussi stressant parce qu'il faut se battre. C'est une course contre la montre, genre Mm. qui ne s'interrompt jamais. Il y a toujours des problèmes de dernière minute. J'aime bien l'appeler la loi de Murphy. Tu sais, Ouais, quand on dit que ouais. tout ce qui peut aller mal ira mal pendant le Ils, ils- tournage. ils en C'est-à-dire parlent dans que Interstellar. Ouais. ouais, mais c'est vrai. C'est-à-dire que franchement, je n'ai pas eu une journée de tournage où j'étais pas en train de paniquer. Est-ce qu'on va finir à temps? Est-ce qu'on va pas dépasser, le budget? On va pas avoir le plan que je voulais? Après, il y a le montage qui reste très intéressant parce qu'une fois qu'on a le chaos du tournage qui est derrière nous, on a tout dans la boîte normalement. Mm. C'est là où il faut mettre tout ça, Mm. ensemble et
pour la sélection des scènes, ça m'a toujours un peu impressionné le fait de sélectionner certaines scènes parce que tout ce qui est filmé, c'est pas tout ce qui est montré dans un film. Et et le fait de sélectionner des scènes, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une sélection qui est effectuée pour des films, enfin pour les films et qu'il faut sélectionner aussi les scènes qui sont les plus intéressantes, qui font le plus sens par rapport à l'histoire que tu veux raconter. Ouais. C'est-à-dire, le montage, c'est tout un art. Moi, j'avais une monteuse avec moi et je travaille toujours avec un monteur pour tous les projets parce que c'est pas juste, voilà, ce plan, il est bien parce qu'il est pas flou, il a le bon. En général, ça, c'est pas un problème. Tu vois. Il y a des petits plans parfois où c'est pas continu, où il y a un problème de continuité. Mais franchement, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on me disait même lorsque j'ai appris un peu sur le travail de réalisateur. Si les gens restent fixés sur le fait que la cigarette elle est plus courte d'un plan à l'autre, c'est que ton film est vraiment ennuyant. C'est que si c'est ça ce qu'ils ont en tête, Mm. c'est que tu as mal réussi ton travail parce que les gens ils s'intéressent à des petits détails au lieu de l'histoire en général. Non, le montage c'est un art, c'est de raconter une histoire à travers justement. On peut tout changer, c'est-à-dire il y a des exemples de réalisateurs qui ont tout changé dans leur film après l'avoir tourné et je trouve que je ne sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire la collaboration entre le réalisateur et son monteur, c'est quelque chose qui est très très important. Mm. Moi, ce qui me plaît le plus dans le montage, c'est quand on rajoute la musique, parce que je trouve que la musique, c'est vraiment l'aspect qui permet le plus de faire passer des émotions. Et je trouve ça aussi, c'est un art de choisir les bonnes musiques en fonction des scènes. Et c'est quelque chose que moi, par exemple, enfin, je le fais de façon très modeste, hein, quand je fais des petites vidéos de mon côté. Des fois, je rajoute des petites musiques. Et je trouve ça, c'est super, enfin, c'est super intéressant et agréable dans un film où on a la bonne musique en fait pour les différentes scènes. Par rapport à la musique, c'est par exemple pour Nightwalk, comment ça se passe? Est-ce que tu sélectionnes des musiques qui sont déjà produites ou c'est d'une bande son spécifique? Non, alors nous on monte sans musique déjà. Alors ça qui est, il y a toujours l'idée de, bien sûr moi la musique, je trouve que ça peut, j'ai plus en tête des films par rapport à leur musique que par rapport à leur histoire parfois. Hmm. C'est-à-dire j'ai des films qui m'ont marqué tellement par leur musique que je m'en rappelle plus grâce à ça aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment aussi important que l'image si ce n'est plus. Pour mon process dans le film Nightwalk, en tout cas, on a fait le montage sans musique. Ensuite, on a rajouté ce qui s'appelle un scratch track. C'est des musiques qui existent, qu'on prend d'autres films pour donner une idée au compositeur. C'est-à-dire, on avait un compositeur qui allait créer une bande originale, c'est-à-dire une musique spéciale pour notre film, mais pour lui donner une idée de ce que moi j'avais en tête, j'ai mis des films que j'avais, des musiques de films que j'avais en tête, que j'aimais beaucoup pour certaines scènes. Après, lui, c'est son travail, soit il s'inspire de ça, mais il peut aussi ne pas s'en inspirer, de me proposer quelque chose d'autre. Et c'est un travail, il m'envoie des pistes que j'essaie de voir avec la scène. Je dis oui, c'est ça, ou alors non, est-ce que tu peux changer? J'espère que ce soit plus un peu uplifting ou un truc comme ça. Donc, c'est tout un art. Ça a duré plusieurs mois avant qu'on ait la bande originale définitive. Ok, ok. Et, et l'autre aspect sur lequel que je voulais aborder avec toi, c'est le casting. Comment est-ce qu'on fait, selon toi, là, pour avoir le bon casting, les acteurs qui correspondent bien à l'image que le réalisateur a des rôles, etc. Alors, c'est c'est une question, c'est-à-dire, si c'était un autre film où j'avais une boîte de production, un casting director, tout ça, ce serait une autre réponse. Parce que bien sûr, quand tu as tout ça, il y a toutes les considérations de oui, j'ai envie d'avoir un rôle, euh, un acteur qui va représenter ça. Pour moi, c'était différent parce que c'est un film indépendant. C'est-à-dire, j'avais un casting director, mais c'était plus mon choix parfois. Et puis, donc, ça a été la considération à nouveau la plus importante, c'est celle du budget. C'est-à-dire,
qui on peut avoir pour ce tarif et qui on peut espérer obtenir. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens un peu plus célèbres avec un prix un peu moindre? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que on a pitché le film à beaucoup de personnes, et bien sûr en respectant certains critères. Euh, et on a réussi, par la force du script, par la force de ma passion pour le projet, à convaincre des gens qui n'auraient jamais travaillé pour un film de ce calibre à justement accepter un salaire un peu moins élevé parce qu'ils étaient encouragés par le projet. Je pense à des gens comme Patrick Kilpatrick qui a vraiment fait un travail exceptionnel dans le film, alors que vraiment, et c'est un des acteurs principaux. Il est venu avec nous au Maroc, il était aux États-Unis. Il a commencé avec nous d'ailleurs en 2015. La Fouine, c'était son premier rôle en anglais. Et il a donné tellement pour ce projet, alors qu'il a beaucoup d'autres choses dans son mandat. Il vient de sortir un album, il sort des albums de temps en temps, enfin assez fréquemment même. Et il a pris des cours d'anglais pour nous, pour pouvoir perfectionner son anglais pour le film. Il a laissé pousser sa barbe alors qu'il était encore en train de faire des performances publiques, mais il voulait faire ça pour son rôle. Tout ça parce que lorsqu'il a lu le script, il m'a dit « j'aime beaucoup, je veux le faire ». Et enfin, bien sûr, Mickey Rourke et Eric Roberts, qui, eux, sont vraiment des stars internationales et qui ont accepté de réduire drastiquement leurs tarifs. Pour moi, pour le script, pour le fait que, voilà, ils ont envie de faire quelque chose qui les intéresse, pas forcément juste pour le salaire. Ok. Et plus généralement, par rapport au casting, moi, ça m'intéresse toujours de comprendre pourquoi un acteur pour tel ou tel rôle est impactant ou pas. Est-ce que, par exemple, ça peut être lié peut-être à l'histoire de l'acteur, à sa personnalité? Est-ce que l'acteur a une personnalité qui se rapproche du rôle du personnage? Est-ce que c'est ce genre de considérations peut-être qui transparaissent quand on fait les castings, quand on regarde les performances des acteurs? Parce que moi, je suis toujours admiratif quand je vois un film ou une série où je vois une interaction, un passage où je sens que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de super réel, que je sens que c'est pas faux, que c'est des bons acteurs finalement. Finalement, Peut-être, c'est c'est toujours ça. intéressant ça. Tu as pointé pas le problème, mais le sujet. C'est-à-dire, il y a deux types d'acteurs. C'est-à-dire, moi aussi, dans mon film, pour Frank, l'acteur principal, Mm, j'avais vraiment envie d'avoir Sean Stone depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un homme américain qui va rencontrer une femme arabe, qui va aller dans le Moyen-Orient, qui va apprendre sur la culture orientale et qui va en être inspiré. Et c'est au fait ce qui s'est passé avec Sean Stone. Sean Stone, c'est le fils du réalisateur qui a gagné 3 Oscars, Oliver Stone. Et lui-même, il a été justement en Iran, il a côtoyé des musulmans, il avait même d'ailleurs accepté le message du prophète Mohammed et il a dit, bon, il ne se considère pas, genre, il dit pas qu'il s'est converti à l'islam, mais il a dit qu'il a accepté le message de l'islam. Donc mm, c'est un peu à lui de voir comment il se définit. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment parfait d'avoir quelqu'un comme lui pour ce rôle de Frank. Donc j'ai appelé son manager, j'ai essayé de le convaincre, ça a marché, on a pu le faire avec lui, donc c'était idéal. Et il a fait vraiment un travail que je pense, en tout cas vous le verrez quand le film sort, était exceptionnel en tant qu'acteur. D'un autre côté, il y a aussi le fait que les acteurs sont des acteurs. Donc c'est précisément leur job de jouer quelque chose qu'ils ne sont pas. Et c'était le cas, par exemple, pour le rôle de Saoud, qui est le leader du gang extrémiste islamique dans la prison. mm. À la base, j'avais en tête que ça devrait être une personne du Moyen-Orient. J'ai fait un casting, on avait plus de 2000 personnes qui ont envoyé leur soumission. On a fait 2 jours d'audition et j'ai laissé un peu les choses ouvertes. Alors, la personne qui est venue, Rico Ross, qui était à la base, elle auditionnait pour un autre rôle, celui que Lafouine a fini par avoir. Mais il avait fait un travail tellement exceptionnel dans son audition et j'ai tellement aimé son jeu d'acteur que je lui ai dit, OK, je veux que tu sois dans mon film. Et j'ai réfléchi à ce rôle de Saoud
je l'ai changé pour que ce soit lui. Alors, lui, c'est un acteur afro-américain, donc il n'est pas, il n'est pas du Moyen-Orient, il n'est pas musulman, il n'est pas quoi que ce soit, mais il a dû apprendre tout ça, il a dû s'inspirer de son histoire ou pas, ou il a fait de la recherche, et il a donné vraiment une performance qui, je pense, est l'une des meilleures du film. Et ça, en fait, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir dans notre film, ou dans un film quel qu'il soit, on n'est pas obligé d'avoir des acteurs qui représentent exactement les personnages, parce que sinon, ce serait des documentaires, en fait. Si on veut que la personne... Ouais. voilà. Donc, mais un acteur, c'est son travail, c'est-à-dire il Mm, est censé représenter ce que tu veux, même s'il n'a jamais été mm, personnel. mm, mm. Mais je pense que ça arrive assez souvent, le fait d'essayer de s'adapter aux, aux acteurs, à leur personnalité, parce que j'entends souvent des réalisateurs, des scénaristes qui écrivent des rôles spécifiquement pour tel ou tel acteur parce qu'ils savent que ce rôle-là va les correspondre. Bon, après, ça reste des rôles qui sont un peu différents de leur personnalité, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette approche-là. Une autre question, tu es réalisateur, est-ce que passer derrière la caméra, c'est quelque chose que toi qui t'intéresse, qui t'intéresserait dans le futur, ou c'est Devant la vraiment caméra. être acteur? J'ai quelques Devant rôles. la caméra, pardon, oui. Ouais. Je me suis donné un petit rôle dans le film, dans Nature. C'est un caméo, c'est pas très grand. Mais oui, je fais de temps en temps. J'ai fait, enfin, moi j'ai fait de l'improv quand j'étais non seulement à Centrale, mais Mm, aussi à Berkeley. J'ai quelques expériences d'acteur. C'est pas quelque chose que je veux faire à temps plein, mais je me vois bien parfois si j'ai l'opportunité. Oui, pourquoi pas. Et puis dans mes films, souvent, j'aime bien me donner un rôle juste parce que c'est cool de passer, comme tu dis, devant la caméra. mm, 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 mm. Et une autre question, est-ce que, du coup, ça va être ton premier long métrage, est-ce que le format série, TV show, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Parce que dans une série, on a plus de temps pour construire les personnages, pour construire l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser aussi? Absolument. Ah oui, les séries, Mm, c'est quelque chose. J'ai un projet, en fait, c'est un projet plus ambitieux. C'est tout un monde, en fait. J'aimerais beaucoup le faire en tant que série. C'est c'est quelque chose où la différence pour moi, la réalisation, c'est là où le réalisateur a un peu la main sur tout. Parce que le scénariste, il écrit son script, mais il est un peu après derrière. Il laisse son script à l'équipe, le réalisateur s'en charge. Dans une série, c'est l'inverse. Le scénariste, c'est toute une équipe d'ailleurs de writers qui vont déterminer tout l'arc d'une saison avec les personnages, leur développement, les différentes storylines qui vont apparaître et disparaître. Le réalisateur dans une série, il change chaque épisode. Donc, il n'est même mm, pas mm. aussi important que ça. Et donc, c'est ça une autre différence. Pour moi, si j'étais dans le monde de la série, je serais plutôt en tant que writer ou Mm, executive producer plutôt que réalisateur. mm, mm. Mais C'est les fameux showrunners, showrunners, exact, c'est ça, hein, qui vraiment supervisent un peu la c'est ça. totalité de la série, qui sont souvent scénaristes, et après les réalisateurs changent. Et donc, c'est un autre monde. J'ai pas vraiment d'expérience pour l'instant. J'ai fait une série documentaire, mais c'était pour PBS. C'était une série, comme je dis, documentaire. Elle n'était pas de fiction. Donc, c'était différent. Mais pour l'instant, je me focalise plutôt sur le monde du cinéma, du film, avant de faire des séries. Ok. Et c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de d'autres projets. Enfin, tu m'as dit que tu as déjà des idées de script, etc. Là, pour l'instant, c'est vraiment la sortie de Nightwalk, ou tu as déjà des choses qui sont... Oui, absolument. J'ai un autre projet qui est en train d'être pitché justement dans les boîtes de production. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est à nouveau, pour moi, dans le but de faire en sorte que, essayer de rompre les stéréotypes sur la communauté arabe et musulmane dans l'Occident. Donc, Nightwalk, c'était mon premier pas. Mon deuxième projet, c'est une histoire vraie d'une femme américaine qui est vraiment une véritable James Bond féminine et, Ok. et qui a
servi son pays comme pas possible en devenant une agente du FBI, puis une agente de la CIA, qui a risqué sa vie pour ce pays, qui a ensuite été trahi par son gouvernement. C'est une véritable histoire incroyable et c'est une histoire vraie. Donc, j'ai acquis les droits de cette personne et j'ai déjà un script qui a été écrit, révisé plusieurs fois. Et là, je collabore avec un producteur pour essayer de le présenter à des boîtes de production. D'un autre côté, j'ai aussi un projet un peu plus indépendant, donc un peu moins ambitieux, mais pareil, où j'ai un script que j'essaie de présenter avec d'autres partenaires pour qu'on réunisse le financement et puis qu'on puisse le faire dès la fin de l'année ou l'année prochaine. Ok, super intéressant. C'est vrai que les James Bond Girls, il n'y a pas il y a pas tant de films que ça où c'est vraiment une James Bond Girl qui a le rôle principal du film. C'est souvent Pas une des James rôles Bond girl, secondaires. c'est-à-dire la James Bond girl, en général, c'est une femme qui est là juste pour un peu Ouais, ouais, euh, mettre en avant le James Bond. Non, là, c'est vraiment, ouais. quand j'ai dit James Bond féminine, c'était une femme qui est espionne, et c'est une histoire vraie, qui a vraiment tout donné et qui a été sur le terrain alors qu'elle était enceinte, qui a servi en Irak sur le champ de guerre, alors elle a risqué sa vie et la vie de son enfant qui n'était même pas encore né pour son pays. Donc, elle a enquêté sur certains des plus grands criminels de l'histoire. Et c'est une histoire qui a été très publiée et médiatisée ici aux États-Unis en 2010. Elle a écrit un livre et donc ce projet, ça me tient à cœur parce que c'est une personne qu'il faut vraiment voir et comprendre parce que surtout aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes de xénophobie, d'immigration. On a beaucoup de discussions sur ces thématiques. Et je pense que ce film serait parfait pour une période telle que celle-ci. Ok. Bon, c'est vrai que je crois que j'ai mal utilisé. C'est pas James Bond Girl, c'est vraiment James Bond féminine. Et, euh, et par rapport à tes films, il y a toujours un message derrière. C'est pas que du divertissement, faire des films. C'est quelque chose qui te tient aussi à cœur de faire passer des messages. Là, on le voit avec Nightwalk, faire passer le message entre les cultures occidentales et orientales. C'est toujours quelque chose que tu as derrière ta tête, de faire vraiment passer un message sociétal, finalement. Absolument. Moi, mon Mm. but, c'est de toujours essayer de créer du divertissement qui instruit ou qui illumine. J'ai remarqué un truc aux États-Unis, il y a beaucoup de Misinformation, ouais. malinformation, Ouais. disinformation sur le monde arabe et que on a un problème de PR en fait. Quand on Ouais. voit, il y a une étude qui a été faite comme quoi je crois que les musulmans c'était la religion la plus mal vue où seulement 30% des Américains ont une bonne image des Mm. musulmans et je crois qu'on est même en dessous des athées. Donc les gens ici vraiment les associent musulmans les 3 Bs. The bomber, the belly dancer, the billionaire. Ça veut dire que Mm. chaque fois qu'on allume la télé ou qu'on voit un film ou qu'on entend parler d'un monde arabe, c'est soit un terroriste, soit un cheikh, soit une prostituée musulmane ou arabe. Et donc, et c'est pas la réalité de notre communauté. Donc, le problème, c'est que d'où ce problème vient. Seulement un Américain sur 4 connaît ou a dans son entourage un musulman. 25%. Alors que 30% et donc les musulmans ont une mauvaise réputation, 30% seulement qui considèrent la religion comme qui ont une image de la religion. D'où cet écart vient? Il vient des médias. Parce que, comme j'ai dit, à chaque fois qu'on est on est représenté par les 3Bs. Donc, mon but, c'est vraiment, dans chaque projet, dans mon présent et dans le futur, d'essayer de rompre ces stéréotypes, de montrer la diversité de notre communauté mal comprise et de montrer qu'il y a tout dans notre communauté. Des gens qui, effectivement, sont peut-être un peu mal intentionnés, mais on a aussi des gens de tous les horizons. Et on voit ça dans Nightfall, mais on verra ça aussi dans mes prochains projets, je l'espère. Et je continuerai toujours à essayer d'encourager ça.
Mmh. C'est vrai, ce qui est intéressant avec les films, c'est que comme il y a le côté, divertissement, ça attire et on peut utiliser cet aspect-là, à bon escient en faisant passer un message. Ça, je pense, qui est intéressant parce que, voilà, des livres, on peut utiliser d'autres moyens de partager des informations, mais c'est vrai que quand on regarde un film, et cetera, on a la leçon, en fait, même si on le veut pas, enfin, même si à la base, on n'était pas venu pour avoir une leçon, mais à la fin, on a une leçon, une morale, Je qui est. pense, même moi-même, personnellement, j'ai appris beaucoup sur, par exemple, la culture afro-américaine à travers les films. Des films comme 12 Years a Slave qui m'ont changé à jamais, c'est-à-dire après les avoir vus, j'ai eu une différente vision de la réalité. Il y a tous les ans des films qui sortent qui me font vraiment un coup de poing dans l'estomac parce qu'ils changent tout. Et pour moi, c'est ça la beauté du cinéma, c'est-à-dire grâce à des films, on peut vraiment avoir un impact très fort sur les gens. Il y a bien sûr tout ce qui est entertainment pur et dur, comme les Avengers, Mmh, mmh, mmh. les Batman et tout, qui reste très intéressant, hein. Il y a Mmh, toujours mmh. des problématiques assez intéressantes dans ce genre de film. Mais j'aime beaucoup aussi les films un peu avec un message. Et là, cette année, par exemple, The Father, qui était avec Anthony Hopkins, qui a gagné l'Oscar d'ailleurs, magnifique, un film d'horreur presque, parce que c'est tellement réel sur le problème d'Alzheimer devenir un peu vieux. Mmh. Et ça m'a choqué. J'ai jamais été aussi effrayé par un film réel. C'est-à-dire, je suis revenu et je me rappelle dire aux personnes autour de moi, c'est un film d'horreur. Ils disent, ah bon? Ouais. Je dis oui, parce que c'est tellement réel et ça fait tellement peur qu'on se dit, oh merde, là, j'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie que ça arrive à moi ou à ma famille. Et donc, ça, c'est vraiment la puissance du cinéma. Mmh, mmh. Et maintenant que tu parles des films, c'est quoi tes films, adorés que tu regardes souvent, tout le temps, et cetera? Si tu devais citer 5 films, je sais pas si c'est possible pour un réalisateur, vu que je pense que tu as beaucoup de films que tu aimes beaucoup, mais les 5 films, que tu aimes, le plus? En fait, j'ai pas vraiment de film en Mmh. particulier que j'aime beaucoup. J'ai plutôt des réalisateurs que j'aime OK. beaucoup, que j'aime tout leur art. Mais si on veut parler de certains, par exemple, j'aime beaucoup A Beautiful Mind, Un homme d'exception avec Mmh, Russell Crowe, de mmh. Ron Howard, qui parle de la personne John Nash, qui était sensationnel, vraiment. Je pense qu'ils ont gagné pas mal d'Oscars d'ailleurs, ce film. C'était un film qui était très touchant parce que ça montrait une histoire d'amour entre ce mathématicien incompris qui traverse une période difficile avec ses problèmes mentaux et sa femme qui l'a soutenu depuis le début et qui est restée à ses côtés. On oublie vraiment souvent ce personnage, mais la femme, celle qui est interprétée par Jennifer Connelly, magnifique film. J'aime beaucoup aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Spotless Mind, Euh, ouais. et c'était un film dévastant, c'est-à-dire quand on traverse une rupture ou même une histoire d'amour, Mmh, mmh. quand on regarde ce film, c'est la cascade, hein, avec les pleurs et les larmes, hein. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas. Michel Gondry, c'est un film qui a vraiment marqué ma vie. Enfin, après, par exemple, j'aime beaucoup le corps de travail de Martin Scorsese, qui a, dans toutes ses œuvres, il y a quelque chose qui a Mmh. changé ma vision. Enfin, que ce soit The Departed, qui a été vraiment un truc magnifique sur tous les points, avec le casting exceptionnel, ou encore Gangs of New York. Euh, Tout ça, tous ces œuvres, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Christopher Nolan aussi, bien sûr, Mmh, avec mmh. Inception, Memento, tous ces Memento, films ouais. parlent un peu le futur, le présent, le passé, le rêve, le monde du rêve. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mmh, mmh. Tu bien sur les thrillers aussi, peut-être? Oui, alors David Fincher, c'est un de mes réalisateurs préférés parce que même d'un point de vue visuel, lorsqu'il fait des films comme Seven ou Fight Club, et c'est des films où... Et récemment, il a fait une série qui s'appelle Mindhunter, et c'est décevant parce que c'était sur Netflix pendant 2 saisons. Ils ont dû l'arrêter pour qu'il tourne son film Mank, qui vient de sortir cette année.
Mais j'espère vraiment qu'ils vont le reprendre parce que c'était une série qu'il a justement, il était le showrunner et très sombre. Et j'aime bien en fait dans tous les films de David Fincher, même les films d'amour, si on veut, il y a toujours cet aspect un peu glauque. Si tu regardes, par exemple, il y a toujours la moitié du visage dans l'ombre. C'est toujours très sombre. La thématique un peu verdâtre dans son film Zodiac, par exemple. Il y avait, euh, c'est effrayant, mais et parfois il n'y a pas de jump scare ou un truc où on a peur. C'est juste la tension qu'il crée. Et Mm. il fait ça, que ce soit dans les films comme Zodiac ou bien les films d'amour comme Benjamin Button. Et donc, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, génial parce que aujourd'hui, par exemple, lorsque je travaille avec un directeur de photographie, je lui dis toujours, ah, j'aimerais bien que ce plan soit comme celui de David Fincher. C'est un peu facile hein, de dire, ah, je veux juste imiter quelqu'un. Mais en fait, franchement, c'est vrai, quand quelqu'un a une identité visuelle, c'est plus simple et c'est vraiment génial d'être reconnu comme ça. Mm. Et justement, par rapport au directeur de photographie, moi, c'est quelque Mhm. chose que j'aime beaucoup aujourd'hui là dans les films et les séries, l'aspect esthétique, l'aspect image. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que c'est ouais, c'est une partie intégrante du fait de réaliser un film? Tu accordes aussi de l'importance, j'imagine, en tant que réalisateur, sur l'aspect esthétique, sur l'aspect on a parlé un peu des lieux, quels sont les lieux qui sont intéressants, quels sont les visuels intéressants à mettre en avant. Bien sûr, alors en fait, c'est l'un des des métiers les plus importants hein, Mm, dans un poste de tournage parce que c'est lui qui va donner cette identité visuelle en collaboration bien sûr avec le réalisateur. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des directeurs de photographie qui pouvaient me comprendre assez facilement. Moi, je viens toujours préparer, c'est-à-dire j'ai des idées de plans que j'aimerais faire ou de mouvements de caméra et tout ça. Mais après, c'est une collaboration. C'est-à-dire, lui, il peut me dire oui, on fait ça, ou bien ah, si on faisait ça comme ça, je propose de faire autre chose. Et si on mettait une lumière ici, ou bien on éteignait celle qui est par là, et ça devient vraiment une sorte de back and forth entre nous deux jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver la vision parfaite. Et c'est l'un des attraits les plus importants pour mm, un mm, 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 réalisateur. Trouver mm, un collaborateur avec lequel on s'entend. mm. Parce que, ouais, parce que là, moi, par exemple, des fois, je regarde des films et séries et au-delà du scénario, je me prends juste aux images, en fait. Je me prends juste aux photos, etc. Et quand, voilà, quand il y a des images qui défilent, qui sont vraiment super esthétiques, etc., je trouve que c'est super agréable. Au-delà du film, au-delà enfin, au-delà du scénario, je veux dire, au-delà des dialogues, etc. Et, et en fait, je voulais aussi te dire, par exemple, là, je suis en train de revoir la série Lost, et je trouve que les deux premières saisons, elles sont vraiment, surtout la première saison, elles sont vraiment super, quoi. En termes de tout, J'ai je pas vu trouve Lost, que, je ne pourrais pas trop en parler. pardon? J'ai pas vu Lost, je sais pas Ah, ok, trop à quoi ça ressemble. ok. Bah ouais, je trouve que c'est une série qui est vraiment bien faite. Comme j'aime bien la nature aussi et comme ça se passe dans une île, du coup c'est des naufragés voilà qui sont dans une île et c'est un peu comme koh, mais Ah, ils sont dans une île et ils font face un peu à leur passé dans l'île. Euh, je recommande cette série. En fait, la vérité, ces derniers temps, je suis un peu plus sur les films que les séries. J'aime Mm, beaucoup en fait, regarder, je suis un cinéphile, mais je me concentre surtout sur les films parce que j'aime vraiment voir. En fait, j'aime aussi m'investir pendant cette période de 1 heure et demie, 2 heures dans un seul projet et voir comment la personne réussit à nous raconter une histoire de A à Z. Les séries, alors récemment, j'ai regardé, je viens de finir, je sais que je suis en retard, mais je viens de me taper toutes les 8 saisons de Game of Thrones. ok, Et je pensais que tu allais aussi, dire ça. Je pensais que tu allais dire ça. ouais, alors j'avais pas vraiment, quand c'était en cours, j'étais pas intéressé parce que l'univers un peu fantasy et tout ça, c'est quelque chose qui est bien, mais moi, c'est pas vraiment mon trip. Et j'avais pas beaucoup d'intérêt. Alors récemment, j'étais à la maison, enfin, j'ai eu une période où j'avais un peu de temps et je me suis dit, OK, je vais lui donner une chance. Et j'ai été vraiment
captivé. C'était l'une des séries qui m'a le plus marqué. À l'avance, j'avais beaucoup aimé Breaking Bad et Boardwalk Empire, toutes les deux magnifiques aussi, mais je pense que Game of Thrones les a détrônées parce Mm. que le character development entre les personnages, le fait qu'on les suive depuis qu'ils sont genre tout jeunes et bien sûr les surprises à chaque fois, les Mm. plot twists qu'ils arrivent à créer, c'était quelque chose de sensationnel. On a vraiment comment on fait pour qu'une série, la première saison, on est en train de supporter un personnage et à la fin de la saison, on le tue. C'est On s'attache en fait, on s'attache au personnage et après quand on le tue, c'est assez ouais, violent c'est ça. émotionnellement. Personne n'a fait ça. Personne n'oserait faire ça. C'est-à-dire, c'est un risque énorme parce que il y a toujours beaucoup de pression après derrière. En plus, les studios, les boîtes de production, ils ne veulent pas faire ça parce que c'est un peu un risque de perdre l'audience. Beaucoup de gens pourraient être là, ah bon, écoute, ils ont tué mon personnage préféré, je m'en Mais vais. mais il y a tellement de personnages dans Game of Thrones qu'ils peuvent se permettre. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de... Enfin, c'est basé sur une IP qui existe, c'est un livre, enfin, toute une série de livres qui ont Mm. déjà été publiés et qui ont eu beaucoup de succès. Donc, c'est différent avec Game of Thrones parce que c'est pas juste un truc original où ça devient... c'est la première fois que c'est mis à Mm. l'écran. C'est basé sur des livres à succès. Donc, il y a aussi ça. Mm. T'étais accroché directement à la série parce que des fois ça prend un peu de temps Ouais, pour rentrer dans l'histoire, etc. Il y a des gens qui au bout de 2 épisodes qui ouais. arrêtent, mais peut-être qu'il faut donner un peu la chance à sa série, continuer un tout Ouais, petit peu, je vais dire etc. un truc. C'est que même mes amis, ils se moquent de moi parce que j'ai un problème, ou je sais pas si, c'est que j'ai une sorte de- je me fixe ça, à chaque fois que je commence quelque chose, je dois le finir. Ok. C'est-à-dire, parfois, si je commence un épisode d'une série que je n'aime même pas, Ah bon? je vais essayer de la finir. Et juste parce que je me dis toujours non, ça peut devenir mieux, ça peut être. Donc, je donne l'exemple de la série Gotham, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup Batman. C'est mon univers de voilà, les super-héros et tout. Mm. J'aime beaucoup. Alors, j'ai dit, ah, je vais voir Gotham parce que ça parle de la création un peu de Batman. J'ai pas du tout accroché. Dès le début, c'était un peu childish, un peu pour enfants. Il y a toujours des rebondissements qu'on voit venir à 200, enfin, on les voit venir super loin. Et pourtant, il y a eu 5 saisons. Et alors, j'aurais très bien pu dire, OK, c'est bon, j'ai pas aimé la moitié de la première saison, j'arrête. Mais j'ai voulu vraiment donner sa chance. Alors, je me suis tapé toutes les 5 saisons parce que je voulais voir. Et au final, franchement, j'ai pas aimé. Mais Game of Thrones, c'est différent. J'allais toujours. C'est pour ça que je commence pas forcément les séries parce que je suis obligé en général de les finir, juste de mon point de vue, de ma propre mentalité. Mais lorsque j'ai commencé Game of Thrones, en fait, j'ai beaucoup aimé dès le début. J'ai pas été, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accroché, mais c'est Mm. vrai que moi, dès le début, j'étais là, wow, ok, c'est beaucoup de tension, beaucoup d'action, beaucoup de, de complexité des personnages. Donc, Mm, 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 mm. Et tu parlais de l'élément de surprise dans les films et les séries. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est un ingrédient super intéressant dans les films. Surprendre l'auditoire, enfin les personnes qui regardent les films et les séries. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as un peu en tête quand tu rédiges un script, etc. Ou pas? bien sûr, en fait, Ouais. Mm, mm. c'est même une sorte, c'est-à-dire, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai lu beaucoup sur la réalisation. Et c'est un peu la leçon numéro un. J'ai toujours surprendre l'audience. C'est-à-dire, si tu as une série ou même une scène d'un film, la fin de ta scène doit avoir changé les personnages depuis le début de leur scène. Et le changement, il ne doit pas être prédictible. Si tu peux te dire, ah, ok, je sais où ça va aller, c'est qu'au fait, la scène, c'est juste de l'exposition. C'est pour nous raconter, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pas intéressant. On ne veut pas voir quelqu'un juste parler de ce qui s'est passé. On veut voir quelque chose qui nous surprend. Donc, pour chaque scène, idéalement, hein, bien sûr, ce n'est pas le cas à chaque fois, mais le but, c'est de créer la surprise, de faire quelque chose qui n'est pas attendu par le spectateur pour créer justement cette attente, cette surprise, pour créer cet élément où la personne qui regarde est tout de suite là, impliquée dans le film et se dit, merde, je veux savoir ce qui va se passer dans le futur. Mm.
Oui, oui, c'est vrai que moi, les surprises, ben, comme je pense à Shutter Island, comme c'est vraiment, tu te sens un peu surpris, mais la surprise, elle reste crédible. C'est ça, il faut vraiment que la surprise soit crédible pour que Oui. ça prenne. Parce que des fois, il y a Il y des a- surprises ouais, qui sont moins impactantes quand c'est pas crédible. c'est le truc où il ne faut pas que ce soit un peu une trahison du spectateur. Je pense par exemple à l'avocat du diable. Si à la fin du film, le message c'est ah, tout ça c'était juste un rêve, non, désolé, tu vois, je me suis pas impliqué pendant 1 heure et demie à 2 heures en train de suivre les émotions de ce personnage pour qu'à la fin je me dise non, non, en fait c'était juste un rêve. C'est un peu la solution de facilité. Donc ça, je trouve que c'est pas génial. Mais comme tu dis, Shutter Island, c'était un plot twist monumental. Mm, Ou même, je sais pas, Arrival avec Denis Villeneuve, c'était un mm, plot twist qui était vraiment exceptionnel. Donc, c'est toujours délicat. Il ne faut pas en faire trop ou pas assez. C'est juste la bonne balance qu'il faut trouver. mm, mm. Ouais, le film Réservoir Dog aussi, j'y pense. Il était, ouais, je sais pas s'il y avait une surprise, je m'en rappelle plus à proprement parler, mais en tout cas, c'était un super film aussi, hein. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi, je suis pas un grand fan de Quentin Tarantino, en fait. J'aime bien, parfois, c'est pas vraiment. En fait, le seul film que le seul film que j'ai aimé, c'était Inglourious Basterds. Et c'était Mm, parce que j'aime bien un peu cette histoire avec le monde. Enfin, c'était un peu relié à la réalité, mais avec sa propre liberté. Mais tout ce qui est Kill Bill ou mm, Pulp Fiction, enfin, je suis pas un fan en fait. mm, mm. Oui, après, ouais, ça dépend, ouais, ça dépend des personnes, etc. Mais ça dépend. Et aussi, par rapport au métier de réalisateur, bon, il y a souvent des personnes qui font des écoles, etc., de cinéma. Est-ce que euh, on, enfin, on peut vraiment apprendre un peu sur le tas, en autodidacte, etc. Comment ça se passe par rapport à ça? Parce que du coup, toi, dans ton cas précis, tu as appris en autodidacte quelque part, hein. Bah, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, en fait, c'est, j'avais entendu dire, et je pense que c'est vrai, tout ce qu'on apprend dans une école de cinéma, il est obsolète au moment où on a notre Mm, diplôme. Surtout aujourd'hui avec tout ce qui est la technologie qui évolue si rapidement. Donc, en fait, ce qu'on apprend, même si sur les caméras et tout ça, ça a fini par devenir obsolète parce qu'au moment où, allez, 3 ans ou 4 ans plus tard, on a déjà de nouvelles technologies qui rendent ce qu'on a appris un peu obsolète. Par contre, c'est toujours important de faire, enfin, les études de cinéma, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir la culture, en fait, de savoir ce que d'autres personnes ont fait, parce que c'est mm. toujours important. Ouais, la culture, tu t'inspires un peu, ouais, de ce qui a L'autre déjà chose, été fait. c'est ce que je trouve le plus important dans une école de cinéma, c'est le networking. Parce que dans le monde du cinéma, ça va être vraiment basé sur qui tu connais, euh, les projets qui démarrent par-ci par-là. Et dans une école de cinéma, par définition, tout le monde veut faire la même chose. Donc, tout le monde veut devenir soit producteur, réalisateur, scénariste. Enfin, ils veulent tous travailler dans le cinéma. Donc, il y en aura forcément qui auront besoin l'un de l'autre. Et rencontrer ces gens, c'est ce qui va permettre de démarrer une carrière. C'est pour ça Mm, d'ailleurs que les écoles comme USC ou Tisch, New York mm, University, c'est les meilleures écoles de cinéma, pas forcément par leur cursus, mais par leur alumni network. C'est tous les gens qui ont dans leur réseau, parce que ce sont aujourd'hui tous des réalisateurs ou producteurs à succès mm. et que c'est ça ce qui est important dans le domaine. Mm. Et c'est intéressant parce que des fois, on voit quand il y a plusieurs films qui sortent, des fois, c'est les mêmes réalisateurs qui tournent à partir des mêmes milieu, acteurs, etc. C'est juste que les scénarios changent. c'est un milieu comment on dit, C'est, incestuel. C'est-à-dire un milieu vraiment où il y a beaucoup, c'est la même famille en fait qui travaille toujours ensemble. mm, Euh, c'est pas forcément une bonne chose, je trouve, parce que ça a un peu créé une barrière d'entrée qui est mm, difficile à franchir. ouais. Mais, Mais ça, c'est valable pour les gros films, gros budgets, etc. Après, tu as toujours les films indépendants, les films à plus petit budget, etc., qui, voilà, qui sortent, etc., sans pour autant
qu'on ait besoin de gros budget, gros investissements? Ça dépend. Après, tout film, en fait, on voudrait tous avoir un grand budget pour pouvoir raconter notre histoire sans contrainte. C'est pas, c'est dommage, en fait, qu'il y a Mm. beaucoup de, justement, cette relation un peu où chacun s'entraide dans leur milieu. Mais une fois qu'on est dans le milieu, ça devient un peu plus facile de percer. Mais malheureusement, c'est le cas et c'est difficile de changer ça, en fait. Mm, mm, mm. Après, ouais, pour un réalisateur, je pense que ce qui est le plus gratifiant, tu me dis si je me trompe, c'est le fait que voilà, il y a le maximum de personnes qui puissent regarder le film, c'est ça, hein? Absolument. C'est pour ça, en fait, en tant que pour mon premier film, Nightwalk, il y avait plusieurs options. C'est-à-dire, je 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 connais des gens, en fait, qui ont fait leur premier film, qui avaient une idée. C'est souvent, hem, quelque chose qui leur nuit. C'est-à-dire, ils vont vouloir faire quelque chose absolument tel qu'ils l'ont envisagé. Ils vont vouloir, prendre, cette personne pour le casting, même, contre les avis de gens. Et ils finissent par avoir un film qui, bon, certes, parfois, il est bien fait, même s'il remporte quelques prix dans les festivals, c'est ensuite difficile d'obtenir la distribution. Et la distribution, c'est ce qui va permettre que les gens le voient. Donc, quand on pense à des films, parfois, qui même vont dans les festivals comme Sundance ou Mm. South by Southwest, mais qui n'ont pas de distribution, c'est un peu triste parce que, oui, certes, ça permet d'être sympa pour la personne qui a fait le film, mais c'est un peu égoïste par rapport au reste de l'équipe. Parce que oui, le CV de la personne, du réalisateur et du producteur, il va être boosté. Parce que oui, Sundance Winner, c'est toujours bien. Par contre, le film ne va pas être vu. Moi, j'ai toujours, pour Nightwalk, j'ai un peu cette attitude de compromis. J'avais des idées que j'ai dû mettre de côté parce que je me suis dit peut-être que c'est pas quelque chose qui va me permettre de trouver un acteur pour ce rôle, ou alors peut-être que le distributeur ne serait pas intéressé. Donc, je voulais pas non seulement compromettre ma vision, mais je voulais pas non plus rester absolument super strict sur non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'avoir des partenaires comme Lionsgate, grâce à qui le film va être vu par des centaines de milliers de personnes. La bande-annonce de Nightwalk, sans prétention, mais Mm. elle a été vue par 160 000 personnes en 48 heures. Mm. Pour un premier film, c'est quand même exceptionnel. Mm. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé avoir mon art vu par autant de personnes, et je l'espère, ce sera la même chose pour le reste du monde. On a le film qui va sortir non seulement aux États-Unis et au Canada, mais aussi en Allemagne, en Russie, en Inde, dans l'Amérique latine, en Scandinavie et au Portugal. C'est déjà, On a encore, c'est déjà pas c'est mal. vraiment bien. J'ai toujours pas, alors c'est ça qui me frustre un peu, on est encore en train de travailler sur sortir le film en France et dans les territoires francophones. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui me disent à chaque fois, alors quand est-ce qu'on va le voir? Je leur dis, ben, peut-être si vous avez un VPN le 15 juin, sinon Ouais. ça va être difficile parce qu'on n'a pas encore de partenaire en France. Donc on attend que Tu parles euh, de sorties, pas forcément dans les salles, mais en pardon, Russie, dans ce les. sera en salle. Alors, si quelqu'un veut le voir en salle et qui comprend le russe, il a qu'à prendre l'avion. Mais non, le film sort, c'est-à-dire en digital et en hard disk, Ok. DVD Blu-ray, et puis toutes les plateformes. Et quand tu dis toutes les plateformes, c'est toutes les plateformes de streaming actuellement, c'est-à-dire qu'on pourra le retrouver dans. C'est à plusieurs étapes. C'est la première étape, c'est ce qui s'appelle PVOD, Pay VOD. Donc, ce sera sur les plateformes où on achète directement le film, que ce soit sur Google Play, Amazon, iTunes, Xbox, PlayStation, où c'est juste une transaction. On Ok. paye le Et on film. achète. Oui, oui, je vois très bien. Ensuite, ça devient, je crois que c'est 3 mois plus tard, ça devient rental VOD, où c'est juste pour la location du film. C'est encore une fois sur la plateforme, on paye, mais on l'a que pour 72 heures. Ensuite, ça devient subscription VOD, où là, on parle de Netflix ou bien HBO et tout. Ensuite, ça devient AVOD, Advertising VOD, et ça, c'est par exemple tout ce qui est Hulu, IMDb TV, où c'est gratuit, avec des pubs. Donc, Ok. il y a plusieurs étapes. Et il y a aussi, en fait, tout ce qui est télé. Donc, les chaînes de télé, ça dépend, est-ce que ça va être satellite ou free TV. Enfin,
il y a tout un calendrier. Ça, après, c'est hors de maintenant, c'est Lionsgate qui s'en charge. Donc, Ok, très bien. Et le 15 juin, du coup, c'est la première étape, c'est la achat. première achat et donc soit en physique dans les supermarchés ou dans les chaînes de Redbox et tout ça, soit en digital. Ok. Et, et le digital, maintenant, c'est vrai que c'est quand même un point fort pour les réalisateurs pour pouvoir transmettre et mettre sur le marché, enfin, le film pour qu'il soit vu, parce qu'avant, du coup, le digital, c'était un peu moins important. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose sur lequel toi, en tant que réalisateur, t'apprécies beaucoup. Bah, en fait, moi, je suis même plus, si on veut, excité de voir les films en physique, c'est-à-dire j'ai envie Mm, de voir la pochette qu'ils vont faire, parce qu'en plus, dans tout ce qui est DVD et Blu-ray, on a des bonus material. J'ai créé un behind the scenes de 20 minutes qui raconte un peu l'histoire de comment le film a mm, été fait. Et c'est vraiment pas mal, c'est comme un documentaire sur la création du film. On a aussi un commentary track que j'ai enregistré moi-même sur mes expériences plan par plan des anecdotes de tournage. On a aussi des deleted scenes qui n'ont pas été dans le montage final, mais qu'on peut voir justement sur le DVD. Donc tout ça, pour moi, c'est génial qu'on puisse le voir, mais ce sera seulement disponible, je pense, dans les éditions physiques, que ce soit DVD ou Blu-ray. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens n'ont même plus de lecteur DVD, mm. au moins en tout cas dans les grandes villes, si on veut, mais il y a toujours un marché du DVD et du Blu-ray qui est disponible, qui existe. Et je pense que des compagnies comme Lionsgate, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé pas mal d'argent pour acquérir le film et pour le sortir et tout ça. Je pense qu'ils savent qu'ils pourront le récupérer par la vente soit de films en digital, soit par tout ce qui est marché physique. Ok. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, ouais, je pense qu'ils savent qu'il y a un marché quand même derrière avant de lancer le sujet des produits physiques. Ouais. Et je pense que aussi ouais, peut-être sur des zones un peu plus rurales, peut-être qu'il y a Non, plus c'est le de. cas, absolument. Dans les milieux ruraux, il y a encore beaucoup de marchés DVD, tout ça qui existe. Et pour moi, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire, Hmm, j'espère que les gens pourront voir ces bonus features. ok. Euh, Est-ce que j'avais d'autres questions? Euh, J'avais vu sur Internet qu'il y avait une comparaison sur Nightwalk du fait que c'était deux films, Shawshank's Redemption, 500 Days of Summer. Mhm. Euh, Est-ce que tu avais t'avais un peu en tête ces deux films juste en termes d'inspiration un peu lointaine? C'était ces deux films que j'imagine que tu aimes beaucoup. Ouais. Bien sûr, non, en fait, c'est même, je pense, moi qui ai mis cette comparaison parce que c'est Ok. vrai, c'est c'est mes deux films qui m'ont inspiré pour la création de ce film. Je te dis, quand j'ai commencé le scénario, c'était basé sur mon rêve là, de Mm, Moyen-Orient. Mais après, toute la création de l'histoire, ça a été un long process. Ça m'a pris plusieurs mois d'ailleurs. Mais je voulais faire quelque chose entre l'univers carcéral, mais aussi entre une histoire d'amour. Et tu verras, je pense, c'est une histoire qui est racontée en flashback. Et donc, il y a la partie en prison et il y a la partie où les deux se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre. Et j'essayais justement de. Enfin, la partie, que ce soit en prison, elle est inspirée par Shawshank, mais l'autre partie, c'est aussi une histoire d'amour. Et on peut peut-être oublier ça lorsqu'on regarde la bande-annonce, parce que la bande-annonce, elle est un peu focusée sur la partie prison et action et un peu thriller. Mais il y a toute une histoire derrière où on voit un peu les relations entre l'Occident et l'Orient, les différences culturelles, le choc, le fait qu'il y a cette sensibilité par rapport à la religion. Euh, J'essaie toujours de mettre ça en avant lorsque je parle de mon film. C'est pas juste un action thriller, c'est une histoire de Roméo et Juliette qui essaye de justement rompre les stéréotypes sur le monde arabo-musulman. Et je pense que c'est quelque chose qui va être important et qui va intéresser les gens qui vont le voir. Donc, c'est ça aussi l'autre partie du film. C'est le 500 Days of Summer, mais qui n'a pas vraiment été fait encore, puisque c'est entre l'Orient et l'Occident, pas juste entre deux personnes américaines. mm. Ok, très clair. Et
Et également, en termes qu'est-ce que toi tu penses de l'importance de la cinématographie aux États-Unis? C'est vrai que moi, j'étais toujours un peu, pas étonné, mais je me dis qu'on consomme pas autant de films d'autres pays que ceux qui sont produits aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup de films, par exemple en France, qui viennent des États-Unis, alors qu'il y a quand même voilà, beaucoup de pays qui ont aussi une importance en termes de production cinématographique. Est-ce que c'est quoi un peu toi ton avis là-dessus par rapport à voilà, la consommation je vais pas dire, je vais pas dire le mot consommation parce que c'est un peu négatif, mais le fait de regarder des films qui viennent de tout horizon. Bah, en ce moment, ça change parce Mm. que visiblement, que ce soit le film Parasite qui a gagné les Oui, Oscars, j'allais t'en parler. Ouais. et même cette année, il y a Minari qui a été un film américain, mais avec beaucoup de parties en coréen, et qui a aussi remporté, je crois, l'Oscar de la meilleure actrice second rôle. Euh, Ça change. C'est pas quelque chose qui va être populaire d'ici peu. Ça va prendre beaucoup de temps, mais les Américains commencent à être un peu plus ouverts sur le monde. Par contre, moi, justement, c'était ma considération au moment où je me posais la question, est-ce que je reste en France et j'essaye de faire du cinéma ou est-ce que j'essaye d'aller plutôt à Hollywood pour essayer de le faire là-bas? Mm. Et c'est ça ce qui m'a convaincu. Justement, comme tu le dis, aujourd'hui, la plupart des films, et je ne pense pas que c'est négatif, mais la plupart des films qui sont consommés, j'utiliserai ce terme, Ok. c'est les films de Hollywood. Il y a au fait, en quantité, si on veut, Bollywood produit plus de films par an, Mm. mais ça reste local. Ça veut dire, à part l'Inde, il n'y a pas beaucoup, enfin, peut-être certains territoires dans le Moyen-Orient qui regardent les films de Bollywood, mais à part ça, ça reste là-bas. Mais quand on pense à Hollywood, c'est ce qui s'exporte le plus dans le monde. C'est ce qui même régit un peu notre culture. Nous, on grandit en regardant des films et des séries américaines. On commence à se comporter comme les films et les séries américaines. On commence à penser comme les films et les séries américaines. Donc, quelle est la meilleure façon d'avoir un impact? Pour moi, c'est ce que je me suis dit, c'est d'aller à Hollywood. Et c'est pour ça que mon film, et j'espère les prochains aussi, je vais les faire en anglais, je vais les faire dans ce système américain, parce que je pense que c'est là où on peut avoir le plus d'impact. Pas parce que c'est forcément le meilleur, parce que je suis d'accord, il y a bien sûr des centaines, des milliers de films, que ce soit français, italien, espagnol, scandinave, arabe, des films géniaux qui sont dans un langage étranger, enfin, foreign film par rapport aux États-Unis, mais ils ont peu de visibilité. Et c'est triste, c'est clair. Mais malheureusement, c'est un peu notre faute. Aujourd'hui, si je te donne le choix d'aller au cinéma pour voir le dernier Mm. film de Brad Pitt ou le dernier film Ouais. d'un acteur inconnu, je pense que le choix est vite fait. Et Mm. ça, c'est le problème. Mais faut soit décider de casser le système, et ça, c'est quelque chose qui va prendre peut-être des décennies, soit jouer dans le système. Et pour moi, j'ai préféré de prendre cette alternative, de jouer dans le système tout en essayant de montrer un peu mon histoire, de raconter mon parcours et tout ça, ou plutôt ma culture, dans le système américain qui a, comme on l'a dit, plus d'impact dans le monde. Mm. Sachant que, par exemple, dans Nighthawk, tu as toujours enfin, l'aspect un peu multiculturel, parce que tu parles de l'Orient, du coup, même si c'est en anglais, il y a toujours cet aspect-là qui est mis en On parle en avant. arabe dans Nighthawk, il y a des Ouais, passages en c'est arabe. ce que j'allais Il y te a, demander. et il y a beaucoup aussi de décors. Enfin, on a tourné le film entre le Maroc et, et les États-Unis. On est parti dans 5 villes au Maroc: Casa, Rabat, Marrakech, Ouzoud et Stat. Et on a des paysages magnifiques, des décors. Enfin, le film, c'est une histoire d'amour entre un Roméo et une Juliette entre l'Occident et l'Orient qui se transforme en drame criminel en prison. C'est pas juste le drame criminel en prison. Donc ça, je veux insister, c'était le but de Nightwalk, c'était de faire un film américain, mais qui a justement cette thématique un peu orientale. Ok. Une petite question par curiosité. À Los Angeles, dans le milieu du cinéma, est-ce qu'il y a, il y a des Marocains ou bien tu es le seul? Est-ce qu'il y a une petite communauté de Marocains? Il y en a Il y en a quelques-uns. quelques-uns. Oui, il y a un compositeur marocain qui est ici. Il a beaucoup de succès, Youssef Ghazoun, qui fait les musiques de Power Rangers. Il a fait des séries, des films avec Jean-Claude Van Damme. Il y a des acteurs marocains comme Mourad Zawi, Fahd Benchemsi qui font des séries par-ci par-là. Euh, Bien sûr, Saïd Tarmaoui, qui est l'acteur Mm. marocain, je pense, qui est le
du succès. Euh, il y en a pas beaucoup, mais il y a une petite communauté dans le monde. Bien sûr, pardon, j'ai oublié Sana Hamili, qui est quand même la réalisatrice et productrice la plus successful, c'est-à-dire aux États-Unis. Hein. C'est celle qui a créé Empire, le TV show, mais elle a aussi fait des films américains à gros budget. Ah oui, et puis les deux Maroco-Belges, bon, ils sont plus Ah super oui, oui, connus. oui, oui, je vois très bien. Ils viennent de faire Bad Boys for Life, qui ont aussi beaucoup de succès. Donc, on est en train de construire petit à petit notre base ici à Hollywood. Ok, très bien. J'espère un jour avoir leur succès, en fait. Je ne suis pas Bah, encore. c'est tout ce que je Faut te peut-être souhaite, les en tout cas. interviewer. Merci. Tout ce que je te souhaite. Hum, ok. Est-ce que toi, tu as des sujets peut-être qu'on n'a pas abordés, sur lesquels tu voudrais peut-être parler? On a abordé, j'ai l'impression, pas mal de sujets. Peut-être des sujets qui te tiennent à cœur. De ton côté, c'est très prenant, le métier de réalisateur, tu as un peu quand même de temps libre, etc. Pour faire des Et, choses à côté, j'imagine, ou c'est quand même très, très prenant, stressant. c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est le temps, c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire les gens ils me demandent ah c'est quoi ton job, est-ce que tu as un 9 to 5? Je leur dis j'ai un boulot depuis le moment où je me réveille jusqu'au moment où je me couche. Hmm, Je pense toujours parce que c'est vrai hein, dans le milieu du cinéma, si tu fais pas des projets, ben tu fais pas d'argent donc tu peux pas vivre. Donc pour moi c'est vraiment à chaque fois essayer de trouver différentes façons d'être impliqué dans l'industrie du cinéma et que ce soit en tant que réalisateur ou aussi dans d'autres domaines. Et pour moi hmm, j'ai le temps, oui, j'en ai. Je voyage un peu. Je suis toujours en train d'être assez social dès que je hmm, peux. hmm, hmm, Mais je reste un peu concentré sur mes projets. hmm. Ouais, c'est difficile ouais, d'avoir un temps vie pro, vie perso, sachant que voilà, tu fais un peu, t'es tout le Il temps, faut créer ce temps-là. C'est faut le comme créer, chaque ouais. entrepreneur, parce que sinon, ça devient un peu difficile mentalement aussi. Mm, mm. Ouais, c'est peut-être moins évident parce que c'est toi qui gères toi-même ton temps. C'est pas comme tu l'as dit, un 9 to 5, etc. Et peut-être qu'il faut faire attention aussi, peut-être, voilà, de se laisser aussi le temps de se Bien sûr. déconnecter, de se dire, bah ouais, c'est le week-end, je prends quand même le week-end pour vraiment me déconnecter, même si je suis sur un projet, etc. C'est vrai que c'est intéressant de se dire aussi de trouver le bon équilibre entre voilà, travail, parce que tu es un peu entrepreneur, tu dois gérer tous les sujets, etc. Et quand même prendre le temps de faire autre chose. Euh, Et ça me fait penser, moi j'ai vécu un peu à Vancouver. À Vancouver, il y a pas mal de films et de séries qui sont tournés là-bas, hein. Et je pense que notamment, étant donné des considérations fiscales, en tout cas de fiscales, je crois. Il y a beaucoup d'incentives au Canada, beaucoup de productions qui s'en vont au Canada parce que c'est devenu très difficile et très cher de le faire aux États-Unis. Les grands studios, ils préfèrent, ils iront toujours là où c'est moins cher de le faire. Donc, hmm, le Canada est un grand partenaire, surtout Vancouver, c'est vrai que c'est un grand partenaire de Hollywood. hmm, hmm, hmm. Et c'est plutôt les productions plutôt que les décisions, c'est-à-dire c'est là où ils vont tourner. C'est pas là forcément où ils ont tous les studios et leur bureaux. Ok. Ça reste à eux. Oui, oui, Vancouver, ouais, j'avais entendu qu'il y avait pas mal de films et j'avais même vu, j'avais vu un peu la série Smallville de Mhm. Superman et je crois qu'elle était tournée à Vancouver Ah, également. c'est fort Euh, probable. euh, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses, Aziz. Est-ce que, comme je viens de te le dire, est-ce que toi, tu as des sujets en plus peut-être que je voudrais aborder, un dernier message que tu voudrais transmettre dans ce podcast-là, peut-être pour des nouveaux réalisateurs, pour ceux qui vont voir aussi le film, le Nightwalk, à partir du 15 juin. Bah, écoute, pour les gens qui vont voir Network, j'espère que vous apprécierez, que ce sera quelque chose qui pourra peut-être changer un peu l'image qu'on a de notre communauté. C'était ça en tout cas le but quand je l'ai créé. Pour les nouveaux réalisateurs, alors c'est toujours ce que je dis, il faut juste pas perdre espoir. Cette industrie, c'est une industrie qui est très difficile et très méchante. Et on passe par beaucoup de rejets, par beaucoup de négatifs, par beaucoup d'échecs, mais avec la force
et la persévérance, travail dur, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, c'est que c'est possible. Si j'ai pu venir du Maroc sans aucun contact, sans forcément venir d'un milieu privilégié ou quoi que ce soit, et que j'ai pu faire ce premier film, en espérant qu'il y en ait d'autres, Inch'Allah, mais si j'ai pu le faire, c'est que c'est possible. Donc, à tous ceux qui essayent, continuez d'essayer. Merci beaucoup, Aziz. C'était très intéressant d'avoir pu échanger. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode du podcast. Euh, je te souhaite une très bonne continuation et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler pour tes prochains projets. Et j'ai hâte de voir du coup le film Nightwalk Ah, et je super. ne manquerai pas de le regarder dès qu'il sortira. Merci beaucoup du coup encore une fois Aziz pour cette interview et pour cet échange super intéressant. Super. Ben, merci à toi, c'était un plaisir et on reste en contact, bien sûr. J'espère tu me diras lorsque le podcast sortira que je puisse voir. Yes.